Il y aura des pertes pour certaines banques. Ce ne sont pas vraiment les grandes banques, mais plutôt les banques de taille moyenne et petite, qui ont des concentrations plus élevées. C'est un problème avec lequel nous allons devoir composer, je pense, pendant plusieurs années. L'immobilier commercial est un sujet très brûlant en ce moment en Amérique, comme vous l'avez vu avec une pléthore de visages. Jerome Powell, Janet Yellen, Steve Eisman, Ray Dalio, Warren Buffett, Jamie Dimon, ils interviennent tous pour tirer la sonnette d'alarme. Certains, même le président de la Fed, pensent maintenant que cela pourrait déclencher une autre vague de faillites bancaires, et la réponse n'a pas été jolie. Les banques régionales avec une forte exposition à l'immobilier commercial ont été écrasées. La New York Community Bank a chuté de 67% depuis le début de l'année. Les investisseurs continuant de craindre une crise immobilière commerciale totale au cours des 12 prochains mois. Je veux dire, c'est ce que certains des gens les plus informés du monde ont dit. Oui, je suis préoccupé par l'immobilier commercial. Ils se font rendre des propriétés maintenant. Et donc vous avez des hypothèques sans recours, et ils vont s'en aller, et la banque va rester avec des pertes. Lorsque les taux d'intérêt montent de 300 points de base, quoi que vous possédiez avec leur flux de trésorerie vaut 30% de moins, c'est une partie de la banque. Pensez-vous que l'immobilier de bureau va poser problème? Oui, nous le pensons. Il peut y avoir des institutions qui sont assez stressées par ce problème. Alors, que se passe-t-il sur Terre? Pourquoi Jerome Powell et la Fed sont-ils si préoccupés par l'immobilier commercial, et que va-t-il probablement se passer ensuite? Eh bien, le problème de l'immobilier commercial est le suivant. Le Covid frappe, gros coup dur. Tout le monde travaille à domicile. Il y a des difficultés économiques. Zut, cela craint. La Fed essaie alors d'aider. Les taux d'intérêt sont ramenés à zéro. Beaucoup d'argent est imprimé et distribué aux gens. Maintenant, l'impression d'argent et une variété d'autres facteurs provoquent une inflation qui monte en flèche de 0 à 9%, et la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt de 0 à 5,2% pour essayer de la calmer. Le problème pour l'immobilier de bureau, cependant, est que les entreprises aiment un peu cette nouvelle ambiance de travail à domicile, et elles réalisent qu'elles peuvent économiser de l'argent en se débarrassant de leur bureau et en ayant une main-d'œuvre plus éloignée. Les taux de vacances des immeubles de bureaux montent en flèche au plus haut depuis plus de 40 ans. L'augmentation au quatrième trimestre de 2023 a été la hausse la plus abrupte depuis le premier trimestre de 2021. Cela explique que les conditions s'aggravent réellement. Vous pouvez regarder un endroit comme San Francisco, par exemple, où la quantité d'espaces de bureaux vacants a atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de la ville. Donc, les taux de vacances augmentent. Et ce que cela signifie, c'est moins de revenus locatifs. Et donc les évaluations de ces immeubles de bureaux commencent à diminuer. Les propriétaires de ces immeubles de bureaux ne gagnent tout simplement pas autant d'argent avec eux maintenant qu'ils le faisaient avant la pandémie, et cela les rend tout simplement moins précieux. Un exemple dont j'ai parlé l'année dernière était cette tour à San Francisco, qui a été vendue pour 200$ par pied carré, une baisse massive par rapport au pic du marché de 2019 de plus de 1000$. Plus récemment, une tour de bureau de premier plan à Los Angeles a été vendue en décembre pour environ 45% de moins que son prix d'achat il y a une décennie. Lorsque des transactions sur l'immobilier de bureau se font, elles se font toutes à d'énormes rabais. Que signifie cela? Eh bien, cela signifie que si vous êtes l'heureux propriétaire de l'un des magnifiques immeubles de bureau, il y a de fortes chances que vous ne vouliez pas vendre votre actif dans ce genre d'environnement. Vous préféreriez simplement tenir bon et attendre cela si vous le pouvez. Mais alors, nous arrivons au deuxième problème, qui est la hausse des taux d'intérêt. Voyez-vous, quand il s'agit d'immeubles de bureau, ces hypothèques ne sont pas comme votre hypothèque typique de maison familiale. Lorsque nous achetons une maison, nous devons effectuer des paiements en principal et en intérêt, n'est-ce pas? Eh bien, pour les acheteurs d'immeubles de bureau, ils peuvent souvent choisir de ne payer aucun principal et de payer seulement les intérêts. Puis, lorsque la dette arrive à échéance, ils refinancent simplement, l'ancien prêt expire. Ils créent donc un nouveau prêt pour continuer. L'idée ici est que tant que le revenu locatif dépasse les paiements d'intérêt, alors vous gagnez de l'argent. Maintenant, comme nous l'avons vu au début des années 2000, le refinancement est toujours facile lorsque les prix des propriétés augmentent et que les taux d'intérêt restent stables. Mais comme 2008 l'a montré, avoir besoin de refinancer dans un marché baissier est très douloureux. C'est le gros problème de l'immobilier commercial en ce moment, c'est une crise de refinancement. Les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés maintenant qu'il y a 5 ans, donc les propriétaires d'immobilier commercial sont maintenant confrontés à un monde où non seulement ils génèrent moins de revenus locatifs, mais les coûts pour servir leurs prêts immobiliers commerciaux sont également beaucoup plus élevés. Et les statistiques sont préoccupantes. Près de 150 milliards de dollars d'hypothèques sur des immeubles de bureaux aux États-Unis arrivent à échéance d'ici la fin de 2024 et un peu plus de 300 milliards de dollars de prêts arriveront à échéance d'ici la fin de 2026, selon un examen des bases de données immobilières commerciales Edge en octobre 2023. L'examen de plus de 880 000 propriétés de bureaux aux États-Unis, avec 920 milliards de dollars de dettes hypothécaires, a révélé que 16,1% des prêts en volume de dollars arriveront à échéance d'ici la fin de 2024 et 32,7% arriveront à échéance d'ici la fin de 2026. C'est donc ce qui inquiète tant les gens. Il y a beaucoup de prêts immobiliers de bureaux qui doivent être refinancés au cours des prochaines années dans des conditions qui sont assez pénibles. Écoutez Steve Eisman expliquer ce problème en termes simples. Cela dépend vraiment de chaque entreprise, quand leur dette se renouvelle. Si quelqu'un a acheté ce bâtiment il y a 2 ans avec une dette à long terme à 3%, au moment de renouveler le taux change à 7%. Ce n'est pas bon, mais cela dépend vraiment de chaque bâtiment et de chaque entreprise, combien de dettes ils ont à renouveler.
Mais il y a une couche de plus à cette histoire. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la difficulté pour ceux qui possèdent de l'immobilier commercial. En fait, dans certaines situations, des entreprises comme Brookfield abandonnent simplement certaines acquisitions de bureaux. Blackstone et Brookfield, ce ne sont pas de petites entreprises, ont rendu les clés pour certains de leurs bons bâtiments parce qu'ils savent que la dette va arriver à échéance dans quelques années, ils savent ce que le flux de trésorerie ne va pas être intéressant. Donc ils rendent les clés. Donc, si Blackstone et Brookfield rendent des bâtiments, comment tout le monde va-t-il s'en sortir? Maintenant, c'est triste pour leur entreprise, mais pensez à ceci. Si vous faites défaut sur votre hypothèque dans un marché baissier, qui finit par avoir votre maison? C'est la banque, n'est-ce pas? Eh bien, dans le cas des prêts immobiliers commerciaux, c'est exactement la même chose. Brookfield abandonne ses bâtiments et les laisse à la banque qui leur a accordé le prêt. C'est pourquoi les gens sont si préoccupés par cette situation, car tous ces mauvais prêts ont le potentiel de vraiment stresser les banques, et cela est arrivé récemment. Prenez la New York Community Bank, par exemple, ils ont 84,6 milliards de dollars de prêts immobiliers à leur bilan, dont l'immobilier commercial représente 12%. Ils ont choqué les actionnaires en réduisant leurs dividendes et il y a quelques semaines, ils ont fait une levée de capitaux de 1 milliard de dollars pour commencer à renforcer les réserves pour leurs prêts en difficulté. Fin février, le prêteur a déclaré avoir trouvé des faiblesses matérielles dans la manière dont il suit les risques de prêt, et, comme vous pouvez l'imaginer, la réponse des investisseurs n'a pas été jolie. Depuis le début de l'année, l'action est en baisse de 67%, signalant à quel point le marché plus large est inquiet de ce krach immobilier. Et les craintes actuelles sont que, à mesure que le temps passe et que de plus en plus des prêts arrivent à échéance pour renouvellement, de plus en plus de banques seront confrontées à un problème similaire à celui auquel la New York Community Bank est confrontée en ce moment, tout comme ceux que nous avons vus l'année dernière de Silicon Valley Bank, Silvergate, First Republic et Signature. Mais est-ce que cela va vraiment se transformer en une crise à part entière, comme beaucoup d'investisseurs le craignent? L'immobilier commercial va-t-il vraiment être au centre de la prochaine grande crise immobilière américaine? Eh bien sûr, personne ne sait avec certitude. Mais il y a certains facteurs là-bas qui semblent suggérer que peut-être cela est dramatisé un peu plus qu'il ne le devrait. Par exemple, les prêts immobiliers commerciaux semblent être plus concentrés dans les banques régionales, et le consensus général actuellement est que, bien que certaines banques régionales comme la New York Community Bank souffriront probablement, les grandes banques américaines devraient tenir bon. JP Morgan a noté l'année dernière que, par rapport aux grandes banques, les petites banques détiennent 4,4 fois plus d'exposition aux prêts immobiliers commerciaux américains que leurs grandes homologues. Au sein de ce groupe de petites banques, les prêts CR représentent 28,7% des actifs, contre seulement 6,5% dans les grandes banques. Donc oui, il semble que les prêts immobiliers commerciaux puissent très bien renverser certaines banques régionales non préparées, mais le consensus est qu'il est moins probable qu'ils renversent le secteur bancaire américain. C'est essentiellement ce que le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a dit sur le sujet lors d'une interview à CNBC la semaine dernière. Je veux vous demander à propos de l'immobilier commercial, nous avons près d'1 milliard de dollars de dettes immobilières commerciales multifamiliales qui arriveront à échéance cette année, mais la moitié de cela est détenu par des banques, principalement des banques régionales. Le reste est soit titrisé, soit dû à des prêteurs non bancaires. Nous avons vu des niveaux plus élevés de défauts dans certaines poches du marché et un marasme dans les prix de l'immobilier récemment. Pensez-vous que le stress dans l'immobilier commercial sera finalement à l'origine du prochain événement de crédit? Tout d'abord, mettons le secteur commercial en perspective avec le secteur de la consommation. Les marchés des consommateurs sont bien plus importants. Ce qui s'est passé en 0,7 ou 0,8, ce n'est pas comparable. Beaucoup de propriétaires peuvent gérer ce que vous appelez le stress. Je vais me concentrer sur les bureaux pour l'illustrer. Certes, il y a des entrepôts, des centres de données, des hôpitaux, mais concentrons-nous sur les bureaux. Premièrement, leur valeur diminue lorsque les taux d'intérêt montent. Quoi que vous possédiez, leur flux de trésorerie vaut 30% de moins. Certes, ce n'est pas une crise, mais une situation connue. En cas de récession, cela empirera. Sans récession, la plupart des gens pourront s'en sortir en refinançant ou en injectant plus de capital. Vous parlez de la défaillance étant plus élevée, mais c'est en partie un processus de normalisation. Les taux étaient bas pendant longtemps, donc leur hausse actuelle est normale. Ainsi, si les taux montent et que nous avons une récession, certains problèmes immobiliers surgiront. Mais il ne devrait pas y avoir d'effet domino. Les problèmes observés étaient idiosyncratiques avec des banques spécifiques, ce ne seront que des poches de difficultés. Donc, dans ce clip, Jamie réitère essentiellement exactement ce dont nous parlions. Lorsque les taux d'intérêt montent, il y a beaucoup plus de stress sur l'immobilier de bureau, car les prêts doivent être refinancés. Mais à son avis, l'immobilier de bureau est une petite poche de prêt. Ce n'est rien comme avoir une crise immobilière résidentielle comme ce que nous avons vu en 2008, et s'il y a de gros problèmes dans l'immobilier de bureau. Alors c'est probablement va poser problème à quelques banques régionales. Il prédit que ce sera plus une situation de taupe plutôt qu'un effet domino. Et c'est assez drôle, c'est à peu près exactement ce que Jérôme Powell. Lors d'un témoignage devant le comité des services financiers de la Chambre et lors d'une interview à 60 minutes il y a quelques semaines, il a été demandé si la Réserve fédérale considérait toujours la détresse sur le marché immobilier commercial comme gérable. La question portait sur la visibilité, la transparence et les outils disponibles pour faire face à ce risque, qui évoquait des souvenirs de la crise de 2008, 2009. La réponse a été affirmative.
affirmant que le risque était gérable, malgré la présence de problèmes significatifs, notamment dans les biens immobiliers du centre-ville où l'offre de bureaux excède la demande en raison du travail à domicile et de la baisse de rentabilité des ventes au détail en centre-ville. La Réserve fédérale a travaillé en étroite collaboration avec les banques, ayant des concentrations importantes dans l'immobilier commercial pour s'assurer qu'elles disposent de plans pour faire face à ces défis. Bien que certaines banques puissent subir des pertes, notamment les banques de taille moyenne et petite, l'accent est mis sur la nécessité d'avoir suffisamment de capital, de liquidité et un plan pour absorber les pertes potentielles. Il est noté que la situation sera probablement localisée, affectant principalement quelques petites banques régionales plutôt que les grandes institutions financières qui étaient au cœur de la crise de 2008. Cependant, il est également souligné que ce problème prendra du temps à se résoudre complètement et pourrait nécessiter plusieurs années pour se stabiliser. En conclusion, bien que la situation soit suivie de près et gérée de manière proactive, il est reconnu que des mises à jour régulières seront nécessaires pour évaluer l'évolution de la situation. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine vidéo.